On n'est pas des moutons, reprenons le contrôle de nos données. Un podcast Doxybox, animé par Damien Douany et François-Henolphe Jas, CEO d'Oxybox. La France, ce pays où la santé est reine, inventeur de la sécurité sociale, ce dispositif dont tout le monde nous dit qu'il est en déficit depuis des décennies, mais qui nous évite, quoi qu'il en coûte, de prendre un crédit à la consommation sur 25 ans pour une appendicite. Et si en 1945, les GAFAM n'existaient pas, ils ne perdent plus de temps aujourd'hui pour se positionner sur le marché de la santé, de rêver de faire main basse sur le trésor de guerre de l'assurance maladie et autres hôpitaux publics. Des montres qui captent nos constantes en passant par le stockage cloud des données et leur exploitation par des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est tout le secteur qui se veut protéger du domaine marchand qui devient une cible de choix. Et donc on va faire le diagnostic de tout ça dans ce 3e numéro d'On n'est pas des moutons, le podcast qui parle de confiance numérique et qui décrypte comment reprendre le contrôle de nos données. À mes côtés, comme toujours, François-Henolphe Jas. Bonjour François. Bonjour Damien. Et en face de nous, nous ne regardons pas du tout à la dépense, car pour cet épisode, nous avons 2 invités. Adrien Parot, bonjour Adrien. Bonjour. Adrien Parot qui est médecin, informaticien et président d'Interop. Et à ses côtés, à ses côtés en face et à distance respectable, Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors on va commencer par la question préférée de François. Absolument. Quelle est votre définition, à tous les deux, de la souveraineté ? Interop a eu l'occasion d'y répondre dans un billet de blog. Et du coup, notre définition, c'est la capacité d'agir dans l'environnement cyber. Et d'ailleurs, nous, on préfère la notion d'autonomie numérique plutôt que souveraineté numérique, avec la petite modulation, la petite différence sur le terme autonomie, qui est chaque acteur à plusieurs niveaux qui peut s'autodéterminer et agir du coup dans cet environnement. Donc, c'est pas qu'une vision nationale ou même très centrée sur la nation, c'est aussi peut-être l'hôpital pour le domaine de la santé, la région, le département et peut-être même le patient. Il y a plusieurs niveaux. Bernard ? Je serais évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce que nous avons une maîtrise suffisante de notre environnement numérique pour ne pas se voir imposer des règles, des valeurs, des évolutions stratégiques, politiques, qui nous soient, que nous considérons comme étant trop différentes, trop hostiles, pour être en mesure effectivement d'y faire face. Je suis d'accord sur la définition d'autonomie ou d'autonomie stratégique, comme dirait la Commission européenne, mais je crois que, en gros, l'idée, c'est avons-nous la capacité de faire valoir durablement une voie VOIE ou une voie VOIX, dans les deux cas, européenne, française, par rapport aux technologies, par rapport à nos sociétés, puisqu'aujourd'hui, le numérique, comme on l'a compris, irrigue, fait fonctionner, motorise, comme on pourrait dire, l'ensemble des activités sociales, économiques et politiques. Moi, quand j'entends souveraineté ou autonomie numérique, tout de suite, ça résonne avec extraterritorialité et du coup, des États, une ingérence potentielle en dehors de l'Europe, par exemple. On y reviendra sûrement. C'est-à-dire que la mise en opposition, la souveraineté, c'est justement le risque d'ingérence ? C'est justement pouvoir s'autodéterminer face à cette ingérence externe, en dehors des frontières, pourquoi pas de l'Europe. La souveraineté, historiquement, a toujours été décrite comme étant la capacité à faire valoir ses propres lois sur un territoire donné. Alors évidemment, sur le cyberespace, classiquement, on disait il n'y a pas de frontières dans le cyberespace. C'est pas tout à fait vrai. Et la question est, aujourd'hui, les plateformes, plus que le réseau lui-même, les plateformes ont établi, entre guillemets, un rapport de pouvoir, une forme de rapport de violence entre les différents droits, ce qu'expliquait Adrien sur l'extraterritorialité. Et donc la question c'est, y a-t-il une autre possibilité, une autre action possible que de dépendre, entre guillemets, de ces plateformes ? Alors le sujet du jour, c'est spécifiquement la santé, et donc la donnée de santé. Et donc j'ai posé une question peut-être un peu bête, mais c'est quoi une donnée de santé ? Puisque il me semble, et justement Adrien, je suis sûr que vous allez avoir des choses à dire là-dessus, il me semble que justement la définition actuelle d'une donnée de santé n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Déjà la donnée en tant que telle, donc c'est un peu comme une molécule, un atome, donc un élément qui est quantifiable. Et après la donnée de santé, il y a une définition du RGPD, du règlement européen sur la protection des données, qui dit que c'est une définition qui est très très vaste. C'est tout ce qui se rattache à un état de santé, mais c'est vraiment finalement un poids peut être une donnée de santé. C'est vraiment quelque chose de très très large. Et c'est fait exprès par le RGPD pour protéger les personnes. Bernard. Alors, d'une part, effectivement, le cadre est large. Les données biométriques
sont traitées et protégées de la même manière que les données de santé, donc tout ce qui est reconnaissance faciale, tout ce qui est effectivement empreinte de différentes manières, mais il faut comprendre, et ça c'est la nouveauté de ces dernières années sur la donnée santé, c'est que des données qui n'ont rien à voir avec la santé peuvent être rattachées à de la donnée de santé. Quel type de données ? Un exemple, vous avez par exemple des détecteurs de fumée qui ont des capteurs de présence. Le fait qu'à 3h49 du matin, une personne passe dans son couloir, au départ, c'est une information. Si vous la reliez dans la durée à une évolution du comportement de la personne, ce peut être révélateur d'une dépression, de troubles pathologiques particuliers, etc. Donc une donnée qui est pour le coup en apparence d'une parfaite neutralité, même chose sur la consommation électrique avec les compteurs Linky, dont on sait qu'ils peuvent être attachés à des comportements ethniques, religieux, etc., mais aussi effectivement à des évolutions dans. Donc c'est l'extrapolation de c'est la l'analyse. compréhension. Le terme est pas très beau, l'inférence ou la déduction par rapport effectivement à des données en apparence extérieures à la santé, mais qui se rattachent à un état ou à une pathologie d'une personne. Adrien. Et ce que je veux rajouter, c'est qu'il n'y a pas de différence de degré de sensibilité plus ou moins importante en fonction des données de santé. Une donnée de santé est une donnée de santé. Je pense par exemple au rendez-vous, c'est une donnée de santé. Les rendez-vous qu'on prend sur Doctolib, par exemple. Par exemple, et c'est pas parce qu'il y a moins potentiellement, on pourrait se dire, mais les infos d'un rendez-vous, c'est moins que est-ce que j'ai un cancer ou autre. Cette définition, ça ne correspond à aucune définition juridique. À partir du moment où c'est une définition de santé, ça rentre dans le cadre du RGPD, point à la ligne. Et donc aujourd'hui, par exemple, ces données-là, prenons l'exemple donc de rendez-vous médicaux, c'est des choses qui sont protégées, qui ne sont pas considérées comme données médicales, mais qu'il faudrait prendre en compte. Alors là on arrive tout de suite sur le sujet par exemple de Doctolib que donc Interop et d'autres personnes, l'association n'était pas du tout seule à porter un recours au Conseil d'État dans le cadre de la campagne de vaccination et donc l'ordre des médecins et la CNIL disent clairement dans un papier commun qu'un rendez-vous est une donnée de santé. Si par exemple vous allez voir le cardiologue, le proctologue tous les mois, tous les 2 mois, c'est déjà une info de santé. Bernard a l'air complètement d'accord avec ça. Totalement, sachant en plus que la sphère où dans le passé la donnée de santé était émise par des émetteurs identifiés, médecins, hôpitaux, laboratoires, structures médicales, aujourd'hui, vous en parliez en introduction, les objets connectés récupèrent de la donnée de santé, le pouls, l'oxymétrie, bientôt beaucoup d'autres choses encore, parfois même effectivement le bracelet. Je crois que c'est Amazon qui a un système qui analyse le degré d'émotion de la personne avec effectivement Halo, je crois. Donc par définition, je crois que l'étanchéité entre des données non santé et des données santé va progressivement voler en éclats. Et je pense que le RGPD devra intégrer cette capacité à réintégrer justement de la donnée de santé à partir de données générales présentes sur les réseaux sociaux. François. J'aimerais juste revenir un petit peu justement sur le contexte juridique. Le rendez-vous médical, effectivement, ça semble logique, du point de vue du RGPD, que ça soit de la donnée de santé. Mais en revanche, est-ce que c'est l'opinion aujourd'hui du Conseil d'État, notamment dans l'affaire Doctolib, dans l'arrêt Doctolib avec Interop? Je sais pas, Adrien, si vous voulez en parler. Donc clairement, c'est un revers que le juge du Conseil d'État a prononcé. La réponse, en effet, est non, que les rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination, donc pour aller chez spécifiquement dans ce cadre, c'est ça, exactement, ne sont pas des données de santé à proprement parler. Et donc nous, on fait valoir, on est scandalisé par cette décision. C'est contraire au principe même du RGPD et au principe édicté par l'Union européenne. Alors on va avancer un peu sur ce sujet-là et on va parler justement d'un sujet qui a été un psychodrame il y a quelques mois, c'est le Health Data Hub, ou en français la plateforme de données de santé. Alors, on va pas revenir sur le détail de tout ça, puisque je rappelle aux auditeurs qu'on a fait un très bon podcast, numéro 2, avec le député Philippe Latombe, qui justement s'exprime entre autres sur ce sujet-là. On va juste rappeler rapidement, la plateforme de données de santé a pour objet de faciliter le partage de données de santé issues de sources très variées afin de favoriser la recherche, via notamment l'usage de l'intelligence artificielle et des données qui sont anonymisées. Mais le choix de cloud avec Microsoft dans des conditions peu claires ont fait déborder la piscine. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, par exemple, alors que donc cette question est remise en cause, on voit AXA, par exemple, qui, dans le même temps, récemment a choisi le cloud de Microsoft, à nouveau, pour proposer des services dans plusieurs pays européens, excepté la France. C'est amusant pour une société française. Un portefeuille de services médicaux avec des outils de téléconsultation, services de livraison de médicaments, annuaires professionnels, bref, plein de choses. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce qui a du mal à se faire d'un point de vue national, avec des acteurs publics, est-ce que c'est en train de se faire finalement avec des acteurs privés et leur propre clientèle, leur propre jeu de données ?
J'espère pas. En tout cas, clairement, le Health Data Hub, c'est une porte vers ça, à mon sens, parce que justement, c'est la porte est grande ouverte à des acteurs privés, en particulier à Microsoft, et aussi à tout un écosystème que je pense qu'il faut encadrer de façon très rapprochée. Le secteur privé est clairement un des focus du Health Data Hub. Donc, moi, en tant que médecin et plutôt défenseur du service public, quand même, je pense qu'il faut encadrer tout cela pour que ça reste dans l'intérêt général pour la population, pour les citoyens et les citoyennes. Quand j'expliquais la définition du Health Data Hub, j'ai vu Bernard tiquer un tout petit peu quand je parlais de données anonymisées. Oui, alors il y a tout un débat. Alors on va pas peut-être pas ennuyer tout le monde avec pseudonymisation, anonymisation, sachant que là encore, du fait de la puissance et de l'évolution des technologies d'intelligence artificielle, la réidentification est une chose extraordinairement simple. Et donc penser que le simple fait de ne pas associer un nom suffise à protéger l'identité des personnes est un leurre. Donc là-dessus, je pense qu'il faut que vos auditeurs, qui évidemment se préoccupent de ces questions, comprennent que la limite en termes de sécurité par rapport à l'identité des personnes, elle recule chaque jour. Adrien. Et ce qui rentre en résonance tout de suite, c'est le secret médical, qui est un principe fondamental et pluricentenaire, qui permet à un patient de s'exprimer librement face à son médecin et de lui raconter toute sa vie. C'est grâce à ça qu'on a confiance et qu'on va voir son médecin et qu'on lui parle. Donc si c'est possible et c'est en effet techniquement possible, vu le nombre de données, de réidentifier un individu, de recroiser, d'aligner des bases de données par exemple, et qu'on n'a pas forcément confiance dans l'hébergeur des données de santé, peut-être qu'on y reviendra, et où est le secret médical? Et une fois que le secret médical est cassé, quel est le risque en termes de santé publique pour des patients et des patientes qui auront peut-être peur de ne pas se faire soigner? Exactement, on le voit bien effectivement avec une méfiance qui s'installerait, une méfiance qui effectivement deviendrait, alors le terme est à la mode, systémique, et donc une rupture de confiance par rapport à ces questions qui aurait potentiellement, en termes justement de santé publique et d'indicateurs de santé publique, des conséquences lourdes. J'aurais aimé, si vous me le permettez, juste un point. Vous évoquez effectivement le fait que les grandes entreprises se positionnent sur ces questions. Je pense qu'il est important. Typiquement un assureur comme AXA. Absolument, mais même Google, qui est assureur santé aux États-Unis maintenant, via l'une de ses filiales. Par définition, il faut comprendre qu'ils ne le font pas justement pour ce qui est des big tech, pour devenir des acteurs du soin, mais davantage pour devenir des acteurs de l'assurance, c'est-à-dire de l'estimation du risque, puisqu'ils peuvent quantifier le risque comme personne ne le peut aujourd'hui, vu l'information qu'ils possèdent sur chacun. Et donc, pour eux, le but, et ça a été beaucoup étudié aux États-Unis, c'est de déplacer le centre de gravité de l'économie de la santé, du soin, ce qu'elle est aujourd'hui, vers la prévention. Alors on va y revenir dans quelques instants. On va rester plutôt sur ces notions de confidentialité, de sécurité de données. Alors, François? Oui, puis j'aimerais revenir aussi sur le sujet de la pseudonymisation, puisque on dresse un état des lieux. La pseudonymisation, c'est aussi un enjeu technique, c'est-à-dire que c'est également quelque chose en cryptographie sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui. Il existe des algorithmes qui sont plus ou moins fiables, mais qu'est-ce qu'il faut justement technologiquement pour qu'en fin de compte, on puisse opérer un Health Data Hub sécurisé? Comment faire, entre guillemets? Quels sont les points clés? On a parlé de pseudonymisation, on n'a pas encore parlé de chiffrement. Est-ce que ça fait partie des enjeux et quels sont les points à traiter justement à ce niveau-là? Ouais, du coup, sur la pseudonymisation, pour l'avoir mise en place, participer à la mise en place même aux hôpitaux de Paris, c'est de l'ordre de la recherche quand même de pseudonymiser une image, par exemple un scanner qui est une multitude d'images sur un plan axial, et d'enlever le nom incrusté dans l'image, c'est faisable, mais c'est déjà, c'est une prouesse technique. Donc et après pour les textes, il y a vraiment, on est encore à l'étape de la recherche pour la pseudonymisation. Et donc, à différencier du chiffrement des données. Et donc là, la question, c'est assez simple, c'est qui a la clé de chiffrement? Où est la clé de chiffrement? Où est-elle localisée? On répond à cette question-là, on a le degré de sécurité. Où est-ce qu'il faudrait qu'elle soit dans un monde idéal? Quelle serait votre préconisation? Sur le poste de l'utilisateur, ça s'appelle un chiffrement de bout en bout. La problématique, c'est que c'est impossible en l'état de faire de l'analyse, de faire de l'intelligence artificielle, donc qui nécessite beaucoup de puissance de calcul, entièrement sur le poste de l'utilisateur. Donc on est obligé d'utiliser des ordinateurs distants, des serveurs, avec une grosse puissance de calcul, et ces serveurs-là sont obligés d'accéder à la donnée en clair pour pouvoir la processer. Parce que ça nécessite, donc pour faire ça, de confier cette clé qui doit rester secrète, de la confier à un tiers de confiance pour que lui opère les calculs, pour la compréhension de tout le monde.
C'est ça. Et la clé peut être distante sur la machine ou à distance. De toute façon, le serveur doit avoir la clé pour déchiffrer et traiter les données. Et en l'occurrence, dans le cadre du HDH, du Health Data Hub, l'opérateur s'appelle Microsoft Azure sous juridiction américaine. À qui donc on confie la clé pour tout déchiffrer? Qui a forcément accès aux données en clair, au moins pour traiter les données. Absolument, et ça a été rappelé par la CNIL, effectivement, puisque je rappellerai, il y a plusieurs cas de figure de projets gouvernementaux qui ont ce même problème, et on pourrait reparler de BPI par rapport effectivement à Amazon. Par définition, le fait de dire seul l'utilisateur a la clé, c'est vrai jusqu'au moment où il y a des problèmes de maintenance, où il y a des problèmes de traitement, et ça a été effectivement clairement précisé dans la décision de la CNIL tel qu'il a été fait l'année dernière. Mais alors dans ce cas en particulier, puisqu'aujourd'hui on parle des données de santé, ça devrait être le travail par exemple des hôpitaux, par exemple la PHP à Paris, les hôpitaux de Paris qui devraient gérer ça uniquement et pas n'importe quel autre acteur privé, même Microsoft ou un acteur français. Pour repréciser aussi, je pense que autour de la table et même la plupart des acteurs sont tout à fait d'accord pour traiter la donnée. Donc le sujet n'est pas on veut garder, enfin en tout cas il ne doit surtout pas être je veux garder la donnée chez moi, je ne veux pas partager. Ça c'est vraiment il ne faut pas rentrer dans ce débat du tout. Et après la place des acteurs, autonomie numérique et donc les hôpitaux, peut-être les maisons de santé suffisamment grosses, avoir un petit data center, pourquoi pas, la région, centraliser les données parfois pour des projets, mais du coup plutôt une infrastructure modulaire et décentralisée quand même par essence, où chacun peut traiter les données et les rassembler aussi localement en fonction des besoins. Est-ce que ça fait partie du rôle des groupements hospitaliers, par exemple, justement, de pouvoir proposer ça au niveau d'une région, au niveau d'un département ? Oui, ça peut tout à fait. La PHP est en tant que tel un groupement hospitalier de 39 hôpitaux et donc ça a été c'est ce que la direction de la PHP a décidé en effet de mettre en commun un pool d'ingénieurs pour ces 39 hôpitaux. Et ça je parle de la PHP parce que c'est l'exemple que je connais, mais il y a Bordeaux, Marseille, Lyon, enfin il y a plusieurs centres qui ont des entrepôts de données de santé. Bernard. Oui, l'un des points essentiels quand on discute effectivement de ce principe qui est de créer un Health Data, donc une plateforme des données de santé à des fins d'exploitation, en particulier, vous le rappeliez, d'intelligence artificielle, c'est le devenir de la donnée. C'est-à-dire qu'au départ, ça a été rappelé par Adrien Parot, au départ, vous avez effectivement un rapport, un lien de confiance médicale avec une structure, un médecin, et par la suite, on a une société dont on connaît moins les objectifs, qui va récupérer cette donnée. Et là, on est au cœur de la discussion européenne sur quel modèle de circulation des données sur ces questions. Et donc, vous avez un texte en préparation au niveau européen qui s'appelle le Data Governance Act, qui évoque, c'est ce qu'on appelle maintenant dans le jargon européen, les data spaces, les espaces de données. Donc, en gros, effectivement, les hubs qui vont être construits dans tous les secteurs, éducation, santé, transport, etc., etc. Et donc, par définition, c'est quelles limites établit-on à la circulation anarchique des données ? Là encore, ça rejoint le propos que vous teniez sur l'anonymisation, pseudonymisation, parce que certains disent, à partir du moment où tout ça aura été anonymisé, pseudonymisé, on va pouvoir effectivement en retirer de l'information, des métadonnées, des analyses de cohortes, enfin je vais pas être trop technique, mais pour après effectivement l'appliquer à d'autres champs. Et ça peut être la publicité, ça peut être effectivement... Déplacement dans les villes, par exemple. Exactement. Donc par définition, il faut comprendre qu'on a là quelque chose qui est un peu contre-intuitif pour nous, qui connaissons l'Internet depuis longtemps. Vous savez, le règne, c'était le principe du free data flow, la circulation, la neutralité du net. De l'information. Voilà. Donc, par définition, ce principe-là de dire, il est des données qui sont à ce point sensibles que si elles circulent, elles peuvent se retourner contre les utilisateurs, comme on l'a vu avec Cambridge Analytica, ou des données sur des quiz de personnalité, dont on pourrait même se demander si elles ne sont pas à un moment donné des données médicales. Puisqu'un quiz de personnalité, ça peut faire partie d'une évaluation neurologique d'une personne. Pour aller plus loin, est-ce que, en fin de compte, les données collectées par Google, par son GPS, par Google Maps, bien sûr, dans une certaine mesure, c'est pas aussi des données de santé? Mais totalement. On sait quel médecin je suis allé voir. Mais non, mais plus que ça, beaucoup plus que ça. On sait quel lieu vous fréquentez, si vous allez effectivement dans un lieu de prière, si vous allez dans une structure médicale, mais pas que ça. L'analyse dans la durée de votre déplacement au travers du GPS permet de voir si vous avez par exemple une réduction de votre périmètre de marche et donc que vous êtes soumis à des problèmes veineux, circulatoires, etc. Donc en gros, tout peut se rapporter à ça et donc là-dessus, c'est tout l'objet actuel des réflexions européennes sur l'IA, puisque vous avez vu qu'il y a un nouveau Artificial Intelligence Act, le dernier texte qui a été présenté la semaine dernière. Par définition, c'est
se rendre compte qu'il n'y a pas là-dessus d'innocuité de ces données, surtout quand on a été instruit, comme on l'a été ces 3 dernières années, des risques politiques, de manipulation, des risques stratégiques, des risques d'ingérence de puissances étrangères dans le fonctionnement démocratique. Mais Bernard, du pays. quand je vous écoute, tout est de la donnée de la santé, en fait. Toutes les données personnelles qui ont trait à l'individu sont potentiellement de la donnée de la près ou santé. de loin, je pense qu'il nous faudra faire, alors le terme est assez ancien, aggiornamento, c'est-à-dire il nous faudra remettre sur la table l'ensemble de ces préoccupations et considérer, et c'est un peu l'objet des réflexions européennes à l'heure actuelle sur l'IA et sur le Data Governance Act, c'est-à-dire il nous faudra effectivement concevoir que des plateformes d'hypercentralisation des données, comme le sont devenus les Big Tech, posent des problèmes structurels de fond. Et est-ce qu'il faudra aller vers les systèmes que propose par exemple Tim Berners-Lee de gestion délocalisée de la data, le projet Solid par exemple? Moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Tout à l'heure, Adrien évoquait le fait qu'il faudrait effectivement un traitement local, le fait que les traitements en IA puissent être faits en local parce que la puissance progressivement, ce que nous avons dans la main aujourd'hui avec un smartphone, c'était l'équivalent d'ordinateur de traitement en IA il y a 15 ans. Donc pour synthétiser sur la technique, la solution c'est soit la décentralisation totale de la donnée, donc que chacun en fin de compte ait un data lake, un silo de données qui lui est propre, qui est chiffré en local et dont il détient les clés, et une unité de éventuellement, traitement. Et une unité de traitement. Ou éventuellement le chiffrement homomorphique, le mot me revenait pas, merci, ou le chiffrement homomorphique qui permettrait pour la peine d'appliquer des traitements sur des données qui resteraient chiffrées. Je ne suis pas un cryptographe, donc je me hasarderai pas à parler de la mathématique homomorphique, ce qui est assez pointu pour le coup. Pour revenir et conclure sur ces notions de données, et on va revenir sur le traitement local des données, Adrien, vous en parliez, Bernard, il y a quelques instants aussi. Ce que j'entends, c'est que, quelque part, cette compétence devrait être déléguée, notamment, par exemple, aux hôpitaux. Prenons cet exemple, ça a été votre cas, vous l'avez traité au sein de la PHP. Mais, quelque part, il faut des moyens humains, des moyens économiques pour cela. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'hôpital, les gens le voient, a énormément de mal. Il faut des compétences. Donc, c'est-à-dire que c'est limite même quasiment un nouveau modèle économique. Est-ce que c'est tenable en l'état ? On en aura besoin de toute façon. Il faut protéger vous avez tous, on a tous entendu les attaques des hôpitaux. Donc de toute façon, les hôpitaux, hormis si on dit qu'on délocalise toutes les données de tous les hôpitaux chez Microsoft par exemple, ce qui me semble tout à fait déraisonnable, les hôpitaux ont forcément besoin d'améliorer leur sécurité localement. Donc il faut embaucher des ingénieurs, il faut les moyens. Et mais on en a besoin. Les hôpitaux en ont besoin. Mais ça veut dire, ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas possible d'imaginer de travailler avec du privé. Quand je dis privé, c'est quelle que soit la société française, étrangère ou autre, on s'en fiche, dont la spécificité serait peut-être de savoir faire de la sécurité, versus des sociétés, ou plutôt des établissements, publics, dont le métier c'est faire de la santé. Comment arriver à les faire collaborer, où il faut vraiment centraliser et donc faire monter en compétences des gens dont ce n'est pas forcément le métier à l'origine. J'aime le secteur public et je le défends, donc je dirais internaliser au maximum et former le personnel localement. Clairement, il faut aller dans cette voie. D'accord. Par contre, évidemment que travailler avec le secteur privé sous direction de l'hôpital public, pourquoi pas. Et le point, enfin la ligne de crête qu'il ne faut surtout pas franchir, c'est l'open source et l'ouverture du code. On peut et travailler avec presque qui on veut du moment que le code source est open source et que la direction est impulsée par le secteur public en plus. Parce que, cette deuxième différence, cette distinction, c'est par exemple Microsoft fait beaucoup d'open source et donc l'open source ne suffit pas en tant que tel. Il faut aussi que la direction du projet, à mon sens, soit entraînée par le secteur public, la puissance publique et les hôpitaux, voilà par exemple. Mais si ce qu'on construit est obligatoirement open source, est-ce qu'on court pas le risque, justement, d'en fin de compte, l'offrir sur un plateau à un acteur privé, à Microsoft, pour rester, c'est un exemple, c'est purement un exemple, de l'offrir sur un plateau à Microsoft, qui du coup pourra lui profiter de ce qu'on a construit, pour l'intégrer dans ses produits, donc prendre de l'avance, rester plus performant, et qu'au bout d'un moment, comme on l'a vu dans d'autres secteurs, on se retrouve technologiquement largué, et que donc dans 20 ans, la seule solution, ça sera de dire, on va revenir sur le standard du marché, qui en fin de compte est Microsoft. Question un peu provocatrice, oui. Adrien, par rapport à vos discours, mais c'est délibéré. C'est pour faire justement, je dirais, entamer une discussion sur l'aspect compétitivité des solutions françaises et plus largement des solutions européennes, parce qu'effectivement, on ne combat pas tout à fait avec les mêmes armes en termes de moyens.
Moi, ce que je veux dire, c'est que l'open source a déjà gagné et peut-être que c'est Microsoft et les autres qui sont largués. Le Microsoft utilise largue à main nue l'open source. Les technologies du big data, Hadoop, sans rentrer dans des détails techniques, sont toutes des technologies open source. Dont beaucoup françaises. En plus. Scikit-learn, beaucoup d'autres. Ouais. Et encapsulées par Microsoft qui rajoute une API, une couche propriétaire par-dessus. Mais j'ai pas le pourcentage exact, mais plus de la moitié des serveurs largement du monde sont sur une technologie open source, Linux en l'occurrence. Bernard. Oui, non, il faut comprendre une chose. L'open source ne garantit pas l'étanchéité par rapport à des intérêts autres. Mais il garantit une chose essentielle dans la période, c'est la non-discrimination, le fait effectivement qu'on n'utilise pas ces données d'une manière qui puisse se révéler toxique pour les utilisateurs. C'est tout le débat justement sur l'intelligence artificielle, où on a beaucoup de mal à être en mesure effectivement d'accéder aux différentes règles algorithmiques qui peuvent être mises en œuvre, sachant que les systèmes eux-mêmes, deep learning, machine learning, font qu'il est parfois très très compliqué de reproduire des résultats, etc. C'est ce que disent les chercheurs eux-mêmes. Donc c'est vrai, je dirais qu'il y a une obligation de transparence. Est-ce qu'elle suffit ? Non, elle ne suffit pas. Mais elle est un élément constitutif d'une solution qui s'oppose à la Black Box Society, comme disait Frank Pasquale, l'auteur à Harvard, la société boîte noire, qui s'imposerait aux autres et qui ne serait en rien redevable de quelque critique ou analyse que ce soit. Juste pour conclure, Adrien. Et ça, c'est propulsé, promu par l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et un des derniers rapports qui a fait date, le rapport Botorel, qui parle de ça et dit très bien que l'open source est central et qu'il ne faut pas opposer des arguments de sécurité, donc ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité, à l'open source. Et d'ailleurs, j'en profite pour le Comité national du logiciel libre, le CNLL, a demandé l'ouverture du code source du Health Data Hub et a eu une fin de non-recevoir tout récemment, ce qui est contraire donc à l'ANSSI et encore une fois à les textes, à l'état de l'art. En fait, l'état de l'art va vers l'open source même à des fins de sécurité. Adrien Parot et Bernard Benamou, le sujet est passionnant et on a encore plein de choses à se raconter sur tous ces sujets-là. On se retrouve dans la deuxième partie de ce podcast dans quelques instants. C'était On n'est pas des moutons, reprenons le contrôle de nos données, un podcast Oxybox.